Imaginez la scène. Vous êtes un sénateur romain de haute naissance, l'un des hommes les plus respectés de l'Empire. Votre nom de famille résonne à travers les générations, symbole de loyauté et de prestige. Vous portez la toge ornée de la bande pourpre, preuve de votre statut nobiliaire, et toute votre vie a été consacrée à servir Rome avec honneur. Ce soir, vous avez reçu une invitation dorée. Dîner avec l'empereur lui-même, un privilège rare qui devrait vous emplir de fierté. Pourtant, en gravissant les marches de marbre du palais sur la colline palatine, un malaise vous serre le ventre. Les gardes à l'entrée évitent votre regard. Ils savent ce qui vous attend, et leur silence en dit plus long que n'importe quel avertissement. Un parfum d'encens coûteux flotte dans l'air, mais il ne parvient pas à masquer une autre senteur, plus lourde, presque invisible, celle de la peur. Elle imprègne les murs comme une brume épaisse. Dans la grande salle, les élites de Rome sont déjà rassemblées. Des sénateurs, leurs épouses, des marchands fortunés, des généraux, tous figés dans une étrange immobilité, comme s'ils retenaient de leur souffle. Et soudain, on l'entend. Des pas, puis un rire aigu, presque dément, résonne dans les couloirs. L'empereur arrive. Il entre vêtu de soie dorée, les yeux brillants d'une intensité troublante. Il regarde la salle comme un fauve jaugeant ses proies, puis frappe dans ses mains avec une gaieté théâtrale. « Mes chers amis », s'exclame-t-il, sa voix résonnant entre les colonnes. « Ce soir, nous allons découvrir qui m'aime véritablement. Ce soir, je saurai jusqu'où vous êtes prêts à aller pour prouver votre loyauté. » Ce qui suit dépasse l'entendement. Les codes de la décence romaine sont brisés, les murs sacrés du pouvoir se transforment en scène pour satisfaire les désirs les plus sombres d'un seul homme. C'est l'histoire d'un règne où la folie d'un individu a déformé l'empire tout entier, où le pouvoir absolu est devenu une corruption absolue. Avant d'explorer ces récits oubliés de souffrance et de survie, permettez-moi de m'adresser à vous, chers auditeurs. Si vous appréciez ces plongées dans les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Vous pouvez cliquer sur « J'aime », vous abonner à la chaîne Historien Silencieux et laisser un commentaire pour nous dire depuis quelle région du monde vous nous écoutez. C'est une expérience fascinante de partager ces récits anciens avec vous, réunis à travers le temps par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre comment un empereur a pu transformer son palais en théâtre de perversions sexuelles et de tortures psychologiques, il faut d'abord revenir aux origines. Né en l'an 12 de notre ère, sous le nom de Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, celui que l'histoire retiendra sous le surnom de Caligula, signifiant « petite botte », grandit dans les camps militaires de son père Germanicus, vêtu d'uniformes miniatures qui séduisaient les légions. Mais derrière cette image charmante d'enfant de la cour impériale se cache une réalité sinistre. À l'âge de 7 ans, Caligula assiste à la mort mystérieuse de son père, probablement empoisonné sur ordre de l'empereur Tibère. Sa mère Agrippine l'aînée et ses frères sont ensuite exilés, emprisonnés ou exécutés, victimes des complots paranoïaques qui gangrènent les hautes sphères du pouvoir. Pour un enfant, survivre dans cet univers impitoyable signifiait apprendre à cacher ses émotions, à ne jamais montrer la moindre faiblesse. Caligula devint un maître de la dissimulation, jouant le rôle du jeune prince obéissant, tandis que sa famille était méthodiquement éliminée. Ce traumatisme précoce façonna profondément sa psychologie. L'enfant soumis devint un homme obsédé par le contrôle absolu, déterminé à ne plus jamais être vulnérable. Lorsqu'à la mort de Tibère, en l'an 37, Caligula monta sur le trône à seulement 24 ans, le peuple romain l'accueillit avec un enthousiasme sincère. Il était le fils du bien-aimé Germanicus, le jeune garçon qui avait conquis le cœur des armées. Après les longues années de règne sombre et méfiant de Tibère, Rome espérait en lui un retour à la grandeur.
et pendant quelques mois, l'espoir sembla justifié. Il rappela les exilés politiques, récompensa la garde prétorienne avec générosité, organisa des jeux publics somptueux. Le peuple était conquis. Mais la lumière de ce début de règne fut bientôt obscurcie par une ombre grandissante. Vers la fin de l'année 37, l'empereur tomba gravement malade. Une fièvre cérébrale, selon les sources antiques, le laissa aux portes de la mort. Rome, suspendue à son sort, pria pour sa guérison. Il survécut, mais il ne revint pas indemne. Certains pensent que la maladie endommagea son cerveau. D'autres estiment qu'elle libéra simplement les démons qu'il avait su contenir jusque-là. À son retour, ceux qui l'entouraient notèrent immédiatement un changement. L'homme pondéré et respectueux du passé avait disparu. Le nouvel empereur semblait détaché de la réalité, indifférent aux limites entre le sacré et le profane. D'abord, ce furent des excentricités, dépenses extravagantes, comportements étranges, décisions incohérentes. Mais à huis clos, dans l'intimité du palais impérial, les choses prirent une tournure bien plus sinistre. Caligula venait de découvrir une vérité terrifiante. En tant qu'empereur, il pouvait tout se permettre. Personne n'osait lui dire non. Il se mit à utiliser son pouvoir pour assouvir ses pulsions les plus obscures, et les premières victimes furent les serviteurs du palais. Des jeunes esclaves, surtout des garçons, étaient convoqués dans ses appartements privés pour subir des actes allant à l'encontre de toutes les valeurs de dignité romaine. Mais ce sont les femmes, employées dans le service impérial, qui endurèrent les pires sévices. Les textes anciens, malgré leur prudence langagière, décrivent comment l'empereur déambulait la nuit dans les couloirs du palais, choisissant au hasard celles qui devraient le satisfaire. Ces relations n'avaient rien de consenti. Elles étaient l'expression brutale de sa volonté de domination. Mais Caligula ne se contenta pas des servantes. Il invita bientôt les épouses des sénateurs et des grands dignitaires à des audiences privées sous prétexte d'affaires familiales. Ces femmes, élevées dans les règles morales rigides de l'aristocratie romaine, comprirent rapidement ce qu'il attendait d'elles. Refuser revenait à signer leur arrêt de mort, et peut-être celui de toute leur famille. Un témoignage glaçant évoque la manière dont l'empereur contraignait certaines d'entre elles à se dénuder et à se livrer à des actes sexuels, souvent en présence d'autres femmes, dans une ambiance de compétition sordide. Le but n'était pas uniquement la satisfaction physique. C'était une entreprise méthodique d'humiliation, visant à briser la résistance psychologique de celle qui représentait jadis la fierté de Rome. Ce qui rendait l'utilisation du sexe par Caligula si terrifiante, ce n'était pas seulement la violence des actes, c'était leur fonction politique. L'empereur ne violait pas seulement des corps, il détruisait des réputations, des lignées, des piliers entiers de la hiérarchie sociale romaine. En contraignant les plus nobles à se soumettre à ses caprices, il affirmait brutalement que leur statut, leur dignité, leur honneur ancestral ne signifiaient rien face à son pouvoir absolu. Peu à peu, les dîners officiels devinrent le théâtre d'un jeu cruel. Caligula réunissait des sénateurs, leurs épouses, parfois leurs filles. La soirée commençait sous des apparences respectables, avec musique, vin, conversation. Puis, inévitablement, les demandes glissaient vers l'indécent. « Sénateur Marcus », pouvait-il dire d'un ton faussement enjoué, « votre épouse a un regard si profond. Je me demande à quoi il ressemble lorsqu'elle est à genoux. » Un silence glacial s'ensuivait. Le mari savait que protester signerait l'arrêt de mort de toute sa maison. Il restait muet, figé. Et pendant ce temps, sa femme était conduite hors de la salle. L'empereur exigeait souvent que les maris et les enfants assistent aux actes imposés à leurs proches. Il les plaçait délibérément dans une posture de témoins impuissants, cultivant leur humiliation comme une forme de jouissance personnelle. Les visages crispés des sénateurs
pétrifié entre colère, honte et peur, devenait à ses yeux un spectacle aussi gratifiant que les sévices eux-mêmes. Le palais de la colline palatine, joyau de l'architecture impériale, fut modifié pour satisfaire ses fantasmes. Des chambres circulaires, sans meubles ordinaires, furent créées, uniquement destinées à accueillir des scènes sexuelles en public. Certains espaces prenaient la forme de petits amphithéâtres avec des gradins disposés autour d'une aire centrale où se déroulaient des performances sexuelles imposées. On raconte que Caligula y forçait esclaves, prisonniers et même citoyens romains à participer à ces jeux, parfois sous les acclamations forcées de spectateurs paralysés par la peur. La chambre de l'empereur devint un lieu d'effroi. Contrairement à ses prédécesseurs qui préservaient l'intimité de leurs appartements, Caligula fit aménager des points de vue, des accès multiples, permettant à ses invités d'assister à ses rapports. Il transformait l'acte sexuel en démonstration publique de puissance, comme un empereur gladiateur s'exhibant devant son peuple soumis. Le plus abject fut sans doute la création d'un véritable lupanar au sein même du palais. Les femmes qui y travaillaient n'étaient pas des prostituées ordinaires. C'étaient les épouses et les filles de sénateurs tombés en disgrâce. Elles étaient contraintes d'assouvir non seulement les désirs de l'empereur, mais aussi ceux de ses invités, des diplomates étrangers, voire de simples soldats, le tout sous la supervision de Caligula lui-même, qui commentait, ordonnait, réglait chaque scène comme un metteur en scène de théâtre dépravé. Mais cette perversion ne se limitait pas aux plaisirs privés. Elle s'insinuait jusque dans le cœur des rituels politiques et religieux de Rome. Les cérémonies du Sénat, autrefois solennelles, étaient désormais ponctuées d'exigences sexuelles. L'empereur pouvait demander, au cours d'une séance officielle, qu'une épouse de sénateur se livre à des pratiques humiliantes pendant que son mari débattait d'affaires d'État. La frontière entre gouvernement et débauche était effacée. Les rituels sacrés, quant à eux, subirent un sort tout aussi abject. Se proclamant divin, Caligula transforma certains temples en scènes d'orgie. Les prêtresses, parfois vierges consacrées, furent contraintes à des actes sexuels publics dans le cadre de cérémonies en son honneur. Les grandes fêtes religieuses devinrent des prétextes à des orgies de masse, où l'élite romaine, bien qu'horrifiée, n'avait d'autre choix que de participer ou de mourir. Ces mariages successifs prirent la forme de farces cruelles. Il épousait une femme, l'humiliait sexuellement en public lors de la cérémonie, puis la répudiait quelques jours plus tard. Dans un cas, il força le père de la mariée à regarder la consommation de l'union devant l'assemblée. Ce n'était pas une union sacrée, mais un acte de conquête, une démonstration de sa capacité à soumettre tout ce qui représentait la morale ou la tradition. Caligula utilisa également le sexe comme un levier économique. Il identifiait les familles les plus riches, choisissait la plus belle de leurs femmes ou filles et exigeait des faveurs sexuelles en échange de leur sécurité ou de leur fortune. Refuser, c'était risquer l'exil, la ruine ou pire, la mort. La noblesse romaine se retrouva ainsi prise au piège d'un chantage répugnant, vendre l'honneur de ses femmes pour sauver son nom et ses biens. Le système fut institutionnalisé, une sorte d'impôt sexuel fut instauré. Selon leur rang et leur richesse, les familles devaient envoyer femmes et filles servir à la cour pour des périodes déterminées. Ce n'était pas de la prostitution, c'était un esclavage sexuel organisé, imposé aux couches les plus élevées de la société pour rappeler que personne n'était à l'abri. Les femmes qui refusaient, tentaient de fuir ou se rebellaient, étaient punies publiquement. Certaines furent forcées à se produire sexuellement dans les arènes, comme spectacle pendant les jeux. D'autres, jadis nobles, furent reléguées dans des bordels de fortune, livrés aux caprices des soldats. Le message était clair. Le pouvoir impérial s'étendait jusque sur le corps des femmes les plus honorées de l'Empire. Mais au-delà des blessures physiques,
Les séquelles psychologiques furent profondes. Ces femmes, élevées dans la pureté, enseignées à protéger leur vertu comme un trésor, furent transformées en objets sexuels sous les yeux d'un public complice ou impuissant. Leurs croyances religieuses, leur dignité, leur identité furent piétinées. Pour beaucoup, la honte devint insurmontable. Certaines préférèrent la mort. Elles se suicidèrent plutôt que de subir de nouveau l'horreur. Mais Caligula avait anticipé cette résistance. Il ordonna que les familles de ces femmes soient punies collectivement. Les pères, les frères, les enfants étaient exécutés ou ruinés. Ainsi, la pression psychologique enfermait les femmes dans un dilemme insoutenable: préserver leur honneur ou sauver leur famille. Plus que la violence, c'est la méthode qui glace le sang. L'empereur prenait un plaisir particulier à briser celles qui résistaient. Il les humiliait à répétition, jusqu'à ce qu'elles capitulent. Ensuite, il les exhibait comme trophées. Leur docilité devenait une leçon pour toutes les autres. Leur chute, un avertissement silencieux. Mais ce que Caligula infligeait aux femmes ne s'arrêtait pas à leur personne. Il étendait leur humiliation à ceux qui auraient dû les protéger, les hommes de leur famille. Les maris, pères, frères étaient contraints de participer, parfois activement, à la déchéance sexuelle de leurs proches. Certains devaient eux-mêmes accompagner leur épouse ou leur fille jusqu'aux appartements impériaux. D'autres recevaient des ordres encore plus ignobles: aider à dévêtir, à préparer ou même à maintenir leur propre sœur ou épouse pendant que l'empereur ou ses favoris s'en emparaient. Cette implication forcée plongeait les hommes romains dans un abîme de douleur morale. Ils devenaient les instruments de leur propre honte, brisés dans leur rôle de protecteurs, réduits au rang d'assistants du bourreau. Un sénateur qui avait aidé à attacher sa femme sur ordre de l'empereur ne pouvait plus jamais siéger dans la curie avec la même autorité. Le respect qui entourait autrefois sa personne s'évanouissait à mesure que son honneur se dissolvait dans le silence des palais. Naturellement, certains refusèrent. Ils cherchèrent à cacher leurs femmes, à les éloigner du palais, à décliner les invitations sous des prétextes fragiles. Mais l'empereur avait prévu ces résistances. Les familles qui tentaient de se soustraire à ces exigences étaient exécutées en place publique, sans avertissement ni procès. Ainsi, le choix se réduisait à une alternative impossible: participer à l'humiliation de ses proches ou les condamner à une mort certaine. Un autre aspect particulièrement sinistre du règne de Caligula fut l'implication des enfants. Les textes anciens restent discrets, sans doute par décence ou par peur de la postérité, mais ils suggèrent avec clarté que les enfants, eux aussi, furent touchés par cette mécanique de terreur sexuelle. Filles comme garçons issus des meilleures familles étaient convoqués dans les palais impériaux, non seulement pour être témoins, mais parfois même pour participer à ces scènes abominables. Certains de ces enfants, encore innocents, furent contraints d'assister à des actes qu'aucun regard d'enfant ne devrait croiser. D'autres furent utilisés comme éléments de spectacle, leur candeur piétinée par les perversions du pouvoir. Le traumatisme qu'ils vécurent s'étendit bien au-delà de leur enfance. Beaucoup devinrent adultes incapables d'aimer ou d'être aimés. Certains reproduisirent ce qu'ils avaient connu, devenant à leur tour les acteurs d'un cycle de violence sexuelle. Caligula semblait comprendre l'impact à long terme de ces abus sur la structure même de la société romaine. En brisant psychologiquement les enfants de l'élite, il s'assurait que les générations futures seraient marquées par la confusion, la perversion et l'incapacité à reconstruire un ordre sain. Ces enfants deviendraient sénateurs, magistrats, officiers, mais ils porteraient en eux les cicatrices d'un passé impossible à nommer. À mesure que le règne avançait, l'empereur systématisait ses pratiques. Le sexe n'était plus un simple loisir, ni même un outil de chantage, il devenait culte. Caligula se déclara Dieu vivant.
Il ordonna que toute activité sexuelle effectuée en son nom soit considérée comme un rituel sacré. Il ne s'agissait plus, à ses yeux, d'abus, mais de cérémonies religieuses, de dévotion corporelle envers la divinité impériale. Des temples furent construits dans l'enceinte du palais. Ceux qui s'y présentaient devaient s'y livrer à des actes sexuels, rituels, souvent devant témoins, parfois en groupe. Ces scènes codifiées, théâtralisées, répondaient à des protocoles liturgiques où l'union charnelle avec l'empereur ou ses émissaires était présentée comme une communion sacrée. Regarder devenait un devoir de fidèle, participer une obligation morale. Cette mise en scène religieuse permit à Caligula de justifier les pires abominations. Lorsqu'une femme noble était forcée à se prostituer dans une cérémonie, il s'agissait d'un hommage à la divinité impériale. Lorsqu'un enfant était utilisé dans un rituel, on parlait d'initiation au mystère divin. La religion, dévoyée jusqu'à l'absurde, devenait la couverture d'un régime de crime. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas au palais. L'empereur institua un réseau d'agents chargés de diffuser ces pratiques à travers l'Empire. Les gouverneurs de province, les officiers militaires, les préfets municipaux furent incités à créer leurs propres cultes impériaux sexuels, imitant les cérémonies romaines. Certains rivalisèrent de zèle pour s'attirer la faveur du trône, inventant de nouvelles humiliations, organisant des spectacles sexuels, envoyant des rapports à Rome vantant leur créativité perverse. Ainsi naquit un empire où le viol rituel devenait instrument de gouvernement. Les populations locales vivaient dans la crainte que leurs filles, leurs sœurs ou leurs fils soient désignés pour servir le pouvoir. L'insécurité du corps et de l'âme touchait tous les niveaux de la société. À travers tout l'espace romain, de la Bretagne à la Syrie, des familles entières se retrouvaient confrontées à l'impensable. Les femmes, en particulier, comprirent que leur statut social ne les protégeait plus. Aristocrates ou paysannes, toutes pouvaient être appelées à servir d'outils sexuels au nom de la religion impériale. Une terreur sourde s'installa dans les foyers, où l'on priait non plus pour la paix ou la richesse, mais simplement pour que le nom de sa fille n'apparaisse jamais sur une convocation officielle. Par l'institutionnalisation de la dégradation sexuelle, Caligula transforma le lien entre pouvoir et sexualité. Là où la Rome républicaine fondait son autorité sur les lois, la discipline et l'honneur, l'empereur imposait une nouvelle forme de domination, celle du corps comme territoire impérial. Il fallait non seulement obéir à l'empereur, mais aussi se livrer à lui, physiquement, littéralement. Les orgies organisées dans les derniers mois de son règne atteignirent une ampleur inédite. Elles réunissaient parfois des centaines de participants, issus de toutes les couches sociales. Sénateurs, esclaves, diplomates, soldats, tous étaient jetés dans le même tourbillon d'obscénité, où l'acte sexuel devenait une allégeance vivante, visible, irréversible. Des animaux étaient parfois introduits pour ajouter à l'horreur, comme si la frontière entre hommes et bêtes devait elle aussi être abolie. Pour Caligula, ces spectacles avaient une valeur idéologique. Il démontrait, devant l'élite comme devant les étrangers, que sa volonté n'avait aucune limite, qu'il pouvait faire de Rome non pas seulement un empire, mais un théâtre où chaque homme, chaque femme, chaque enfant devait jouer un rôle dans sa propre humiliation. Il voulait abolir les fondements de la société romaine, hiérarchie, pudeur, filiation, pour les remplacer par une seule loi, la sienne. Vers la fin de son règne, les excès de Caligula atteignirent un point de non-retour. Il ne se contentait plus d'humilier ses sujets à huis clos, ni de dissimuler ses atrocités derrière les murs du palais. Désormais, il voulait institutionnaliser l'horreur. Il annonça publiquement son intention de faire de ses pratiques sexuelles une religion d'État. Tous les citoyens romains, déclara-t-il, devraient désormais participer à des rituels sexuels comme preuve de loyauté envers leur empereur Dieu.
Cette idée provoqua une onde de choc dans la classe politique déjà traumatisée. Ce n'était plus seulement leur honneur, leur famille ou leur corps qui étaient menacés, mais leur âme même, leur civilisation. Cette folie ultime fut la goutte de trop. Une conspiration se forma dans l'ombre, non seulement animée par des considérations politiques, mais aussi par une soif de justice profondément personnelle. Parmi les conjurés, plusieurs officiers de la garde prétorienne avaient vu leurs propres épouses ou filles déshonorées. Ils n'agissaient plus seulement pour Rome, mais pour laver l'humiliation de leur foyer. Le 24 janvier de l'an 41, l'empereur fut assassiné dans les galeries souterraines de son propre palais. Mais même après sa mort, les blessures laissées par son règne ne purent être effacées aussi facilement. Le nouvel empereur, Claude, hérita d'un palais transformé en scène de crime à ciel ouvert. Des salles entières avaient été conçues pour la torture sexuelle. On y trouvait des instruments de contrainte, des dessins pornographiques représentant des scènes avec des victimes réelles, des registres détaillant les noms des familles impliquées, utilisés comme dossiers de chantage. Tout cela fut méthodiquement détruit, non pas pour protéger la mémoire de Caligula, mais pour préserver ce qui restait de la dignité de Rome et pour tenter d'épargner aux victimes un surcroît de honte. Les pièces utilisées pour les orgies furent murées, remodelées, purifiées symboliquement. On effaça jusqu'au dernier fragment des autels érigés pour le culte sexuel impérial. Mais certains vestiges demeurent, dissimulés sous les couches du temps. Des fondations inhabituelles, des drains qui témoignent d'activités intenses et inhabituelles, des souterrains où les hurlements d'antan semblent encore hanter les pierres. Ces murs n'ont jamais oublié. L'effacement se poursuivit dans les textes. Les historiens antiques, bien qu'ayant conservé des récits de ces excès, les exprimèrent dans un langage codé, pudique, détourné. On évoquait des mœurs dissolues, des jeux impies, des fêtes d'un genre inédit. Mais sous ces formules voilées se cachait une réalité faite de viols, de chantage, d'enfants détruits, d'âmes piétinées. Les familles concernées acceptèrent ce silence. Parler aurait été se condamner à la honte éternelle. C'est peut-être cela, le plus tragique dans cette histoire, le silence des victimes. Rome était une société obsédée par l'honneur, la réputation, la lignée. Une femme qui avouait avoir été violée par l'empereur risquait d'être blâmée, rejetée, considérée comme impure. Un homme qui admettait avoir assisté, impuissant, au viol de son épouse ou de sa fille, perdait son autorité, sa place, sa voix. Les enfants, eux, grandissaient avec des souvenirs qu'ils n'avaient ni les mots ni le droit d'exprimer. Beaucoup portèrent leur douleur dans le silence jusqu'à leur mort. Les blessures furent transmises, invisibles mais bien réelles, à leurs enfants et à ceux d'après. Les familles détruites ne racontèrent jamais leur histoire. Leurs arbres généalogiques furent coupés nets, leurs alliances brisées, leurs héritages déshonorés. Ce fut une destruction non seulement physique, mais sociale, morale, presque génétique. Et pourtant, malgré cette volonté de tout effacer, de tout oublier, l'empreinte de Caligula persista. Les pratiques qu'il avait initiées, aussi monstrueuses soient-elles, ouvrirent une brèche dans la conscience impériale. D'autres empereurs, plus tard, comprirent que la sexualité pouvait être une arme de pouvoir. Aucun ne poussa l'horreur aussi loin, mais la logique du corps comme instrument de soumission, de la honte comme outil de contrôle, s'installa dans l'ombre du pouvoir romain. Aujourd'hui, des touristes arpentent les ruines de la colline palatine, prenant des photos des marbres brisés, s'émerveillant devant les colonnes effondrées, les fresques érodées. On parle d'architecture, de génie civil, de grandeur impériale, mais peu savent ce qui s'est réellement joué entre ces murs. Peu comprennent que sous leurs pieds, les pierres ont été le théâtre d'un calvaire que peu d'âmes ont survécu intactes. Si l'on écoute attentivement,
on entend encore les échos. Le cri d'une matrone qui préféra la mort à une nuit de plus. Le silence d'un garçon de 10 ans regardant sa mère dévorée par la folie impériale. Les larmes d'une épouse, anciennement respectée, forcée de vendre son corps aux soldats. Ces voix étouffées, réduites au silence par la peur et la honte, sont toujours là. Elles imprègnent la poussière, les ombres, les fissures. Le règne sexuel de Caligula dura moins de 4 années. Et pourtant, il suffit à inscrire dans la mémoire de Rome une blessure durable. Il suffit à démontrer, de manière absolue, que le pouvoir, lorsqu'il n'est plus limité par la morale ou la loi, peut transformer les êtres humains en outils, en objets, en ruines. La sexualité n'était pas ici un plaisir, mais une arme, un outil de destruction massive, silencieuse, invisible mais irréversible. Ce qui s'est passé dans ces salles n'était pas une barbarie étrangère ou primitive. Ce n'était pas le fait d'un peuple sauvage. C'était le produit raffiné d'une civilisation avancée, avec ses sénateurs, ses philosophes, ses lois, ses dieux. Et c'est précisément cela qui le rend si dérangeant. Le mal ne vient pas toujours de l'extérieur. Il peut naître au cœur même de ce que l'on croit être la grandeur. Les crimes de Caligula nous rappellent une vérité fondamentale et universelle. Lorsque le pouvoir devient absolu, lorsqu'aucune voix ne peut s'élever, lorsqu'aucune limite morale n'est respectée, alors le pire devient non seulement possible, mais probable. Et le sexe, qui devrait être expression de lien, d'intimité, devient une forme ultime de domination, de terreur, de destruction. L'empereur n'a laissé ni monument de paix, ni grande réforme. Son héritage est gravé dans les âmes mutilées, dans les familles effacées, dans les regards qui évitent encore les souvenirs. Il a inventé un modèle de terreur sexuelle que d'autres, à travers l'histoire, copieront sans même le savoir. Non pas dans les palais de marbre, mais dans les écoles, les foyers, les institutions. Partout où l'on permet à quelqu'un d'exercer un pouvoir sans contrôle sur un autre être humain. Le palais est aujourd'hui en ruine. Mais la leçon, elle, demeure. Derrière chaque pierre polie, chaque colonne debout, chaque fragment de fresque, se cache une mise en garde. La civilisation la plus avancée peut engendrer les pires horreurs si elle oublie de limiter le pouvoir et de protéger les plus vulnérables. Le passé ne dort jamais, il attend qu'on le regarde en face,